À la une ce soir, troisième jour de grève pour les médecins urgentistes du CHU de Martinique. Les négociations sont toujours en cours avec leur direction. Ils espèrent arriver à un accord pour être dans de bonnes conditions pour la réalisation de l'exercice Richter. Dans ce contexte, 4 blessés de l'explosion de Sainte-Lucie ont été accueillis au CHU Pierre Zobda-Kittmann. Ils ont été héliportés suite à une explosion qui a eu lieu dans une carrière au sud de Castries. Les élèves du lycée Nord-Caraïbe en immersion à l'hôtel Amiris. Durant une semaine, ils travailleront comme les salariés de l'établissement. Objectif est conforter ou pas dans leur choix de carrière. Et puis, il ne reste plus qu'un jour avant la marche à blanc du TCSP. Les bus à haut niveau de service circuleront dans les conditions réelles de circulation. Nous ferons le point sur les dispositifs qui seront enclenchés avec notre invité. Vous le voyez, Louis Boutrin, qui est conseiller exécutif de la CTM en charge du transport. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. La capitale britannique a été frappée aujourd'hui par un attentat. 4 morts, dont l'assaillant et un policier. Peu après 15h30, une voiture bélier a fauché plusieurs personnes sur le pont de Westminster avant de s'encastrer dans la grille du Parlement britannique. Le chauffeur armé d'un couteau a ensuite blessé un policier avant d'être abattu. À 7h, on dénombre une vingtaine de blessés. Mylène Lejuste, une Martiniquaise qui travaillait à ce moment au Parlement, a fait partie des personnes qui ont dû rester confinées pendant 4 heures. Nous l'avons joint par téléphone en début de soirée. Elle venait à peine de quitter les lieux du drame. Écoutez sa réaction au téléphone de Kathleen Bilascopette. On entendait juste des policiers en fait qui allaient courir dans tous les sens, qui parlaient dans les talkie-walkie. Donc on a regardé par la fenêtre, on se demandait ce qui se passait, mais on n'avait pas d'informations. Et il y a un collègue, parce que c'était juste pendant la pause déjeuner, donc il y a un collègue qui était à l'extérieur qui nous a appelé dans le bureau, qui nous a dit qu'il fallait qu'on évacue, qu'il y avait effectivement une attaque, que pour l'instant ils n'avaient pas plus de nouvelles, mais qu'il fallait qu'on monte à l'étage. Donc c'est comme ça qu'on a quitté le bureau. Et on s'est retrouvés dans la salle, puisqu'il y avait les parlementaires qui étaient en train de voter à House of Commons, puisque c'est là que je travaille. Du coup, la session a été suspendue. Ils se sont tous retrouvés dans la salle, juste devant la pièce de vote. Et on s'est retrouvés dans la même pièce et on a attendu là pendant 3h30, 4 heures. On était tous assez choqués, sans vraiment, je pense, réaliser l'ampleur de la situation, parce que c'est maintenant que je rentre à la maison que j'allume la télé pour voir les infos que je me rends compte que bon, c'était assez... Mais vraiment, à l'intérieur, on n'a rien ressenti, donc c'était plutôt calme. Il y avait vu vraiment les personnes qui étaient restées confinées pendant les 3-4 heures à l'intérieur du Parlement, donc c'était plus le personnel, les parlementaires, et puis quelques visiteurs. Demain, effectivement, quand je vais reprendre le chemin du travail, ce sera sans doute avec une pensée pour l'officier décédé, dont je ne connais pas encore l'identité. Et puis pour tout ce qui s'est passé, bon, forcément ça laisse à réfléchir, mais en même temps c'est malheureux, mais c'est un peu ce qu'on entend tous les jours aux informations. Donc aujourd'hui c'était à Londres, hier c'était à Paris ou en Allemagne. Enfin bon, il n'y a pas de, enfin je veux pas rentrer dans une psychose et enfin il faut surtout pas. Donc la vie reprend son cours malheureusement et on continue à avancer et voilà. Et en Martinique, le CHU Pierre Zobda-Kittmann a accueilli 4 des 25 blessés qui ont été recensés lors d'une explosion à Sainte-Lucie. Un accident grave qui a causé la mort de 3 personnes. Selon les témoins, des ouvriers faisaient de la soudure sur un conteneur rempli d'explosifs dans une ville au sud de la capitale. Les 4 personnes qui ont été héliportées chez nous ont été accueillies, entre autres, par Yannick Broust, chef du service des urgences. Il s'est exprimé face à la caméra d'Alizé Lutran et de Michelet François. Je remercie énormément l'équipe du SAMU qui s'est quand même déplacée cette nuit sur Sainte-Lucie. Dedans, vous avez quand même 2 médecins qui étaient grévistes, qui ont accepté de poursuivre leur activité pour aller essayer au moins de faire le tri et de techniquer les patients pour assurer un transport vers PZQ, vers la Martinique sans problème. Les médecins qui étaient au niveau des urgences, donc vous aviez les médecins qui étaient de garde en permanence, qui assuraient la permanence normale. Et puis après, moi je suis venu un petit peu plus tôt dans la nuit, c'est-à-dire vers minuit, quand on a su qu'on allait vraiment récupérer les patients pour essayer d'organiser l'arrivée au déchocage, puisqu'on savait que c'était des patients graves qui arrivaient. Ils ont été pris en charge tout à fait normalement finalement. Tout à fait normalement. On a la chance qu'ils arrivent 2 par 2. Ils seraient arrivés en plus grand nombre parce qu'initialement c'était un avion qui était prévu, donc ils avaient prévu initialement, je crois, 8 patients d'arrivée immédiate. Là c'est toujours plus compliqué parce qu'il faut beaucoup plus de moyens. Là, on savait qu'ils arrivaient par 2, donc on a pu gérer nos équipes.
Et c'est dans ce contexte que les médecins urgentistes du CHU de Martinique ont entamé leur 3e jour de mobilisation. Leurs revendications portent toujours sur leurs conditions de travail qui se seraient dégradées au fil des années. Reçus plusieurs fois par leur direction depuis ce lundi, des accords seraient en cours. Un groupe de travail sera mis en place en début de semaine prochaine pour trouver des améliorations apportées dans les différents services en crise. Quelques points de revendication restent encore à négocier, notamment au service de brancardage. Des points de revendication restent encore à négocier, des points que les urgentistes souhaitent améliorer avant l'exercice Richter programmé à la fin de la semaine dans leur établissement. Voyez les précisions du chef de service des urgences qui s'exprime face à la caméra d'Élisée Lutran et de Michelet François. Je demande un peu à la population de faire très attention dans la nuit de jeudi et vendredi matin parce que on risque d'être un petit peu en activité simulation, donc c'est un peu particulier. Bien évidemment, les soins seront assurés, les urgences vitales seront prises en charge, mais voilà, on sait que ça risque d'être un petit peu compliqué, en tout cas pour cet exercice. Après, par rapport à une vraie catastrophe, on sait que notre hôpital est l'hôpital de référence. Est-ce qu'on est réellement prêt là, s'il y avait un séisme ce soir ? Voilà, on peut compter sur la volonté de chacun, mais parfois ça ne suffit pas. Et l'exercice Richter 2017 continue. Cet après-midi, environ 150 personnes sont arrivées à l'aéroport Aimé Césaire en vue de renforcer nos secours. Du matériel de déblayage devrait encore arriver par fret pour porter secours aux victimes de l'exercice. Voyez les précisions recueillies par Guillaume Bacoul. La France a activé dans le cadre de l'exercice Richter le mécanisme européen de protection civile, à laquelle l'Espagne a répondu en envoyant des sapeurs-pompiers sauveteurs spécialisés en sauvetage d'éléments qui viennent renforcer les moyens qui arrivent aussi de métropole des unités de sécurité civile qui se sont posées il y a quelques minutes et qui nous rejoignent et qui vont rejoindre rapidement les lieux de l'exercice pour des manœuvres de sauvetage d'éléments à la recherche d'éventuelles victimes. On a pu voir le petit briefing à peine arrivé, pas de temps mort, il faut tout de suite... Effectivement, c'est très rapide. Plus leur mise en place est rapide, plus ils sont en action rapidement sur le terrain, plus il y a de chances de sauver des vies. Et il se passe la même chose actuellement dans tous les autres territoires qui ont été frappés, c'est-à-dire que les unités de sécurité civile et d'autres pays européens sont déployés en Guadeloupe et dans les îles du Nord. Non, c'est pas compliqué parce qu'on est sur la même mission. Par contre, ça nécessite une vraie coordination et un vrai travail collectif. D'où l'intérêt de ces exercices qui nous permettent de nous entraîner et qui permettent aussi de voir où on pourrait avoir des difficultés en situation réelle pour corriger ces difficultés et arriver à être toujours meilleur en fait. Et parce qu'elle jouera probablement un rôle important en cas de catastrophe naturelle, la communauté informatique est également mobilisée pendant cet exercice. Une trentaine de volontaires a transformé un bus en quartier général et en cellule de gestion de crise. Une opération qui s'est déroulée en Guadeloupe à Bémao. Voyez ce reportage de Linda Kayarsi. L'alerte tsunami déclenchée, ces lycéens ont rapidement cherché à atteindre le point le plus haut, ici Convenance, à Bémao. Sur place, toute l'équipe de Fab Lab, amoureux des nouvelles technologies. Ils leur prodiguent les premiers conseils pour rassurer leurs proches. Vous avez tout le matériel électrique, électronique, informatique ou numérique qui va nous permettre de communiquer entre nous, entre survivants, avec les personnes qui ont survécu. Ça peut être un truc tout simple, une vieille radio. D'accord ? Il faut savoir que, par exemple, si on a une radio émettrice, les avions ont un canal d'ondes radio toujours à disposition. Donc, leur envoyer un signal de secours. Bien sûr, il faudra tout d'abord recenser un à un ces lycéens, nom, prénom et tout autre renseignement très utile pour les identifier. Et on peut savoir si tu as des compétences particulières qui pourraient nous aider en téléphonie, sport, simplement. Vous faites partie de ceux qui ont respecté les consignes de sécurité et qui ont eu le temps d'arriver sur le site refuge de Convenance. Donc félicitations, vous n'êtes pas morts. S'en suivra divers enseignements sur la survie en cas de tsunami, boussole pour s'orienter, voire même simple CD pour indiquer sa position, tout un nécessaire. Première chose, un téléphone radio simple. Ça c'est tout bête, c'est pas un smartphone, c'est pas un iPhone. C'est pas un Samsung, c'est un frigidaire, mais c'est un frigidaire qui te sauve la vie. 3 semaines d'autonomie sans appel. 3 semaines d'autonomie. Pas mal, hein? Désormais, il ne reste plus qu'à monter dans ce bus atypique, hub de gestion de crise.
On est en liaison directe avec Marie-Galante et avec la Désirade. C'est un réseau qu'on a fait nous-mêmes. À l'intérieur, sur des écrans, évolution en temps réel du phénomène. Toutes les communications qui ont été faites via Internet vont apparaître ici. Là, vous les avez juste ici, là. À l'instant, vous voyez, on a envoyé l'information, exercice de prise en charge en cours, et vous avez, c'est arrivé directement sur Internet. Toute l'année 2017 jusqu'au nouvel exercice de Caribou 2018, nous allons peaufiner nos protocoles, nous allons analyser les données, les feedbacks que nous allons avoir de l'exercice de cette année pour qu'en 2018, nous soyons encore plus préparés, plus efficaces. Mission accomplie pour les membres du Lab Fab. Aujourd'hui, 22 mars, c'est la journée mondiale de l'eau. L'occasion pour nous de revenir sur l'entretien de nos fosses septiques et de connaître les bons comportements à adopter pour préserver au mieux notre environnement. Voyez ce reportage d'Alvin Courcy. Bonjour monsieur. Salut. Vous êtes bien arrivé, voilà. Depuis une semaine, Thierry est dérangé à son domicile par de mauvaises odeurs. Simple raison, ça fait déjà une quinzaine d'années que je vis dans ma fosse et on a remarqué quelques odeurs qui est un peu gênant. Donc je me suis dit qu'il était temps de refaire cette vidange, de redémarrer à zéro. C'est par nécessité, puisque il a fallu que j'aille les remonter pour comprendre qu'il fallait vidanger. L'opération ne prend que quelques minutes et est fortement recommandée pour éviter de se retrouver dans la situation de Thierry. Logiquement, on demande tous les 4 ans de faire la vidange de la fosse septique. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Sinon, on peut avoir des rejets. Si c'est une fosse septique, ça peut faire des remontées. On peut avoir la fosse qui est bouchée. Ça peut engendrer beaucoup de problèmes. L'intervention coûte entre 450 et 700 € suivant le volume de matière nettoyée. À ce tarif, beaucoup n'hésitent pas à vidanger leurs fosses eux-mêmes, mais au risque de polluer l'environnement. En Martinique, il y a environ 70 000 systèmes d'assainissement non collectif. On estime aujourd'hui que plus de 50% de ces systèmes sont non conformes, c'est-à-dire qu'ils ne respectent plus la législation en vigueur, et qu'à peu près seulement 20% d'entre eux sont entretenus correctement. Donc on voit là qu'il y a matière à faire. Cela passe par la réalisation des vidanges à échéance régulière, suivant les prescriptions du constructeur, du produit installé. Et ça passe également par un contrôle, un diagnostic de l'installation. Une fois les fosses septiques nettoyées, les vidangeurs ont l'obligation de déverser les eaux usées dans des centres de traitement agréés en échange d'un bordereau de suivi de déchets. En cas de contrôle non conforme d'une installation de fosse septique chez un particulier, l'amende peut s'élever à 75 000 € et jusqu'à 2 ans de prison. Plus qu'un jour avant que nos bus à haut niveau de service circulent enfin. Pour commencer, il ne s'agit que d'une marche à blanc, c'est-à-dire sans passagers, mais ils devront rouler dans les conditions réelles de circulation. Pour bien comprendre le principe et ce qui nous attend, nous recevons ce soir le conseiller exécutif de la CTM en charge du transport, Louis Boutrin. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir invités. Alors, pour l'instant, les premiers tests font très peur. Les feux ont déjà été mis en fonction et on constate de gros embouteillages. Alors, à quoi peut-on s'attendre demain? Est-ce que ce sera le jeudi noir? Justement, la marche à blanc est prévue pour cela, pour tester les dispositifs à la fois de sécurité et également pour les feux tricolores. Il faudra tester pendant 2 mois et c'est au bout de ces 2 mois qu'on pourra réguler à la fois le trafic du TCSP et le trafic automobile. Donc ça veut dire qu'il y aura des réajustements au fur et à mesure des feux et de la circulation? C'est l'objectif même de la marche à blanc, d'ajuster et de réguler le trafic du TCSP. Donc, on ne sait pas pour l'instant quelle sera la pénétration du TCSP dans le trafic automobile en fonction des heures de pointe, en fonction également des heures de forte affluence. Alors, vous avez affirmé dans un reportage diffusé la semaine dernière sur notre antenne que la date du 23 mars avait été choisie pour que ça ne rentre pas dans la période de réserve du préfet qui correspond à la période de réserve par rapport au présidentiel. D'autres sources, de notre côté, d'autres sources affirment qu'il s'agit d'une menace de retrait des fonds européens. Qu'en est-il vraiment? Et s'il y a d'autres sources qui apportent leurs preuves, c'est la moindre des choses. On ne peut pas affirmer gratuitement que c'est sous une injonction de l'Europe ou un courrier de l'Europe que le président Alfred Marie-Jeanne aurait décidé de la date du début de la mise en service du TCSP, à savoir 2023. Donc si ces sources existent, nous n'avons eu aucune injonction, aucun courrier, et nous demandons à voir ces courriers. Donc c'est bien la date de réserve du préfet, c'est par rapport à ça? La date de réserve du préfet commence le 24 mars, 0 heure.
Donc nous avons voulu anticiper et faire la date du départ de la marche à blanc pendant 2 mois à partir du 23 mars 2017. Alors pourquoi avoir attendu cette échéance? On se pose quand même la question. Tout Ça veut à dire fait. qu'on pouvait le faire plus tôt. Non, malheureusement. Parce que quand nous sommes arrivés aux affaires, le TCSP n'était pas terminé, l'infrastructure n'était pas terminée. La CTM a réalisé les infrastructures, a terminé, a livré l'ouvrage, et ce n'est qu'après qu'effectivement on s'est aperçu que ceux qui sont dans la majorité à la CACEM et qui ont pris la présidence du syndicat mixte du TCSP, ils n'avaient pas les moyens de faire démarrer le TCSP. Or, il a fallu attendre la création d'un établissement public qui est l'autorité organisatrice unique de transport, Martinique Transport, pour que son président, Alfred Marie-Jeanne, puisse reprendre, sans jeu de mots, les affaires en main. Alors, vous comprenez bien que pour les Martiniquais, tout cela, ça ressemble à un peu un cancan politique, un cancan politique qui a souvent été... Et nous nous sommes bien gardés de rentrer dans ce cancan politique parce qu'il en va de quoi? C'est l'amélioration du mieux-être des Martiniquais et surtout des nombreuses entreprises, puisque quand on prend plus d'1h30 pour traverser la conurbation, il y a un impact économique, il y a un impact sur notre santé, il y a un impact également, on le voit là aussi sur les scolaires qui ont à subir, et nous avons payé un lourd tribut durant les travaux, donc nous devions, en responsabilité, de faire en sorte qu'on puisse faire démarrer ce TCSP pendant 2 mois, et puis la phase commerciale va débuter rapidement. Alors vous l'avez dit, il y a à peine 2 mois, on ne savait pas du tout qui allait gérer ce TCSP. Aujourd'hui, c'est qui concrètement? Depuis le 1er janvier 2017, c'est l'autorité organisatrice unique de transport, Martinique Transport, qui s'est substituée de plein droit à l'ensemble des autorités organisatrices de transport, la CACEM, y compris la CTM, et qui aura en charge le TCSP. Alors, la marche à blanc devrait durer 2 mois. Dans combien de temps les premiers passagers devraient pouvoir s'embarquer? Dans la foulée, le président Marie-Jeanne a voulu s'assurer qu'effectivement, nous allions pouvoir, qu'il n'y ait pas de période de latence, passer à la phase commerciale tout de suite. Donc, les conditions aujourd'hui sont réunies pour que l'on puisse avoir un système intermodal, puisqu'il y aura le transport terrestre et maritime, mais mettre de la cohérence entre un système, un réseau qui existe sur l'espace sud, un réseau CACEM également. Bien sûr, le réseau de Cap-Nord n'a pas été très développé. Seules 3 communes, Trinité, Gros-Morne et le Lorrain, avaient mis en place une organisation urbaine. Mais nous aurons à mettre de la cohérence pour améliorer l'offre de mobilité, de déplacement des Martiniquais. Alors, pardonnez-moi, ça a l'air un peu ambitieux, mais pour l'instant, rien n'est réglé avec les taxicos, les taxi-places. Est-ce qu'ils pourront emprunter finalement ces voies réservées? Comment ça va se passer? Non. Les choses, je ne peux pas vous laisser dire que ce n'est pas réglé avec les taxicos. Ils pourront emprunter ces voies? Les taxicos ne pourront pas emprunter cette voie pour la bonne raison qu'ils vont s'arrêter à Mao et également à Carrère. Donc le problème ne se pose pas. D'accord, donc on reprend le projet initial, ils vont s'arrêter à Mao et Carrère. Ils vont s'arrêter à Mao et en plus, nous sommes passés à une phase de concertation actuellement menée par le président Alfred Marie-Jeanne avec l'ensemble des taxicos pour pouvoir effectivement réorganiser les dessertes avec des dessertes plus fines, urbaines et périurbaines. Et les taxi-places qui demandaient à pouvoir emprunter ces voies? S'agissant des taxis de place, ce n'est qu'à l'issue de la période de marche à blanc que l'on va voir quel pourrait être l'impact de la fréquentation des taxis de place dans le site propre. Le site propre doit être réservé aux bus à haut niveau de service, mais nous n'écartons pas l'éventualité d'une utilisation par uniquement les taxis de place. Mais cela sans pour autant nous avancer, puisque ce sont les tests techniques qui vont déterminer. Vous avez bien vu les incidences sur le trafic, notamment sur le fonctionnement des feux tricolores. Donc nous ne connaissons pas pour l'instant, donc nous ne pouvons pas nous engager auprès des taxis de place pour cela. Alors, on a vu la partie circulation, voyons rapidement la partie financière. Est-ce qu'il y aura un financement de la CTM dans les tickets, par exemple? Alors, actuellement, l'autorité organisatrice de transport doit voter son budget. Le président Marie-Jeanne va convoquer pour le 6 avril prochain le conseil d'administration. Nous devons voter un budget qui s'élève à 135 millions d'euros. D'ores et déjà, il faut que les Martiniquais le sachent, le déficit prévisionnel, le déficit d'exploitation sera de 77 millions d'euros.
la CTM fait un effort considérable en apportant 40 millions d'euros. Reste à trouver le financement des 37 millions d'euros restants. Et qui est-ce qui va trouver ces financements? Ce sera à partager entre... Les usagers, ils devront payer les tickets plus cher, ce sera partagé. On parle d'exploitation. On a déjà soustrait les recettes, c'est-à-dire les recettes de la billetterie. On a déjà soustrait les recettes venant de la taxe parafiscale qui s'appelle le versement transport et les autres recettes. En ce qui concerne maintenant l'exploitation qui va coûter excessivement cher, ce n'est pas seulement le TCSP, c'est l'ensemble du réseau qui sera organisé sur tout le territoire. Et rapidement, dans le projet initial, on parlait d'un ticket unique entre le Taxico et le TCSP, c'est maintenu? C'est maintenu, puisqu'il est prévu une billetterie unique pour le transport terrestre, le TCSP et le transport maritime, et nous aurons à lancer très bientôt, dans les jours à venir, la desserte, la ligne 4, entre Fort-de-France et Casse-Pilote, puisque les conditions sont aujourd'hui réunies, conditions d'accueil avec aménagement de parking à Casse-Pilote, conditions d'accueil et surtout de concertation avec les taxicos de Casse-Pilote, et puis d'aménagement au niveau du port de Casse-Pilote. Très bien. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Restez avec nous à suivre. Dans un instant, nous irons en Guyane où la tension sociale n'est pas retombée. Par exemple, il était impossible aujourd'hui de se rendre dans la cité spatiale de Kourou. Des jeunes du CM1, CM2 ont montré leur talent dans la lecture hier soir. Ils ont participé à un concours au théâtre Aimé Césaire où la diction était au centre de toutes les attentions. Et puis, dans notre JT des communes, Hubert Bornil nous emmènera au François où l'exercice Richter a mobilisé de nombreux acteurs. Mais avant, parlons de cette immersion des élèves du lycée Nord-Caraïbes qui ont pu tester leurs compétences dans l'hôtellerie. Accueillis par l'hôtel Almiris de Sainte-Luce, ils ont travaillé comme les salariés de l'établissement. L'exercice devrait durer une semaine pour les conforter dans leur choix de carrière ou pas. C'est un reportage de Guillaume Bacoul. Il me faut quelqu'un pour aller prendre les pots en terre d'argile et les filmer pour cet après-midi. Aujourd'hui, Cassandre est responsable restauration. À seulement 20 ans, cette élève en deuxième année de BTS hôtellerie va gérer durant une journée entière une équipe de 6 personnes. Objectif, assurer le service du midi et du soir de cet hôtel lycéen. Une tâche qui n'effraie pas cet élève en immersion. Là, on est vraiment dans le monde du professionnel. Il y a 3 hôtels réunis, donc c'est déjà quand même pas mal. Là, aujourd'hui, on a quand même 200 clients. On nous a déjà dit en arrivant ici que certains, il faut qu'ils fassent leurs preuves. On ne sait jamais, peut-être qu'on va les appeler en saisonnier ou peut-être même en CDI pour les deuxième années BTS en sortant de l'examen. Ça se passe bien. Il y en a certains, on leur apprend des techniques qu'ils ne connaissaient pas avant. Donc c'est vrai que c'est un peu bizarre. Les jeunes qui apprennent aux anciens, ça a l'air un peu bizarre, mais c'est comme ça. C'est comme ça, il y a des techniques qui évoluent et on leur apprend des fois c'est eux qui nous apprennent. Comme elle, ils sont 65 jeunes du lycée Nord-Caraïbes à s'aguerrir durant une semaine. Une relève que les anciens regardent avec fierté. Je les trouve très intégrés, très intéressés. Ça fait plaisir de voir des jeunes qui se lancent dans ce métier et ça fait plaisir de savoir que ce métier ne va pas mourir demain. Si les plus âgés avaient déjà expérimenté l'entreprise via des stages, cette fois-ci, rien ne sera pardonné, car les clients, eux, sont bien réels. Il faut donc répondre aux objectifs de l'hôtel en termes d'efficacité ou de rentabilité. Pour les 15 professeurs encadrants, qui, comme leurs élèves, vont vivre une semaine au sein de l'hôtel, le retour d'expérience semble déjà concluant. On a des élèves qui se sont complètement révélés, qui ont pris véritablement à bras le corps leur implication, les missions qui leur étaient confiées. Et là, tout de suite, il y a véritablement des profils de managers qui se sont dévoilés, des élèves qui ont pris véritablement conscience de ce qu'on leur apprenait en cours. Donc, ce matin, ils nous disaient, Madame, ce qu'on fait en classe et auprès des autres professeurs, maintenant, pour nous, ça a du sens. Une découverte de leur futur cœur de métier, un gain d'expérience certain, mais pas seulement. Les jeunes étudiants vont aussi bonifier leur passage dans la structure hôtelière en portant de nouveaux projets. Aujourd'hui, hôteliers, personnel du CMT ou clients étaient conviés à un salon Made in Connect, avec toujours un objectif, attirer et séduire le client.
Direction la Guyane maintenant, où la mobilisation des collectifs et syndicats ne faiblit pas. Alors qu'un accord a pu être trouvé entre Ariane Espace et son sous-traitant cet après-midi, du côté d'EDF, la mobilisation continue. Aujourd'hui, par exemple, il était impossible de se déplacer normalement. Voyez ce reportage de Natacha Maltaverne. Aucun véhicule n'entre ou ne sort de Kourou depuis ce matin. Résultat, des dizaines de voitures sont stationnées au niveau du carrefour Café à l'entrée de la ville. Les automobilistes font demi-tour ou attendent patiemment. Les avis sur le mouvement sont partagés. Moi, je pense sincèrement que ce n'est pas une bonne chose. Parce qu'on a tous des choses à faire. Par exemple, là, je sors de la préfecture, c'est bloqué. J'ai un enfant qui dort derrière, à l'arrière de la voiture. C'est pas confortable. Alors là, on bloque tout le monde par rapport à tout ce qui se passe. Je suis foncièrement d'accord avec eux. Franchement, je vous le dis. Il est temps que tout ça s'arrête. Il faudrait quand même qu'on passe à autre chose et qu'on fasse avancer ce pays d'une façon ou d'une autre. Nous, on n'a pas réussi. Il ne faut pas croire que je n'ai pas fait pareil dans le temps. Dans le passé, j'ai fait la même chose. Mais c'était une autre époque, à un niveau beaucoup plus difficile. Mais maintenant, il faut que ça s'avance. Le blocage se situe au carrefour de Pariacabo. Un camion, des pneus et des palettes empêchent la circulation des véhicules. Seuls les piétons sont autorisés à passer. Derrière le barrage, un maraîcher s'est installé. Il devait rejoindre le marché solidaire installé à Cayenne par les agriculteurs qui ont aussi des revendications. On fait ça pour avoir nos terrains sur Irakubo parce qu'on est bloqué avec tous les fonciers et tout ça. Alors du coup, on est là au Bocuse pour les aider. Depuis ce matin, c'est le système D. Chacun se débrouille comme il peut pour travailler. Je livre du riz sur les restaurants de Kourou et de Cayenne. Là. Et donc aujourd'hui, on est obligé d'arrondir en faisant du transbordage de trafic à trafic pour pouvoir livrer nos clients sur Cayenne. D'autres qui n'ont pu se rendre au travail restent sur le piquet de grève par solidarité. On devrait être au travail, donc plutôt que de rester à la maison, on devrait venir ici pour montrer notre soutien, même si tout le monde dit on est solidaire, mais en fait, ils ne restent pas sur place. Je pense que s'il y avait vraiment du monde sur place, les choses iraient plus vite, quoi. Et puis, il y a ceux qui doivent impérativement prendre l'avion. C'est le cas de ces ingénieurs du CNES venus de métropole. On était en mission pour toute la semaine. On a essayé de travailler sur le début de la semaine à l'hôtel en faisant les gens qu'on devait voir, en faisant venir les gens qu'on devait voir. Mais là, on est arrivé au bout de ce qu'on pouvait faire, donc on nous a demandé de repartir en nous expliquant effectivement que le conflit pouvait durer encore pendant un moment, des informations qu'on a. Donc on essaye de repartir, là, on a réussi à avoir un avion pour ce soir et on va essayer de l'avoir, voilà, avec le sourire. L'ambiance était plutôt à la convivialité. Parlons maintenant d'une autre mobilisation pour la santé. Cette fois-ci, une grande marche pour sensibiliser la population sur l'endométriose est prévue ce week-end à Fort-de-France. L'association Madine Endo Girls se prépare déjà. Voyez ce reportage d'Anaïs Gall. Alors, essaye de faire... Alors, c'est bon. Pour faire passer le bon message, chaque détail compte. De la première couche de peinture à la dernière affiche agrafée. Ces pancartes porteront haut le combat contre cette maladie. On sait que l'endométriose est une maladie méconnue, un peu taboue. Donc aujourd'hui, à travers cette marche, nous voulons mobiliser tout le monde, montrer que nous ne sommes pas les seuls à souffrir, qu'il y en a de plus en plus. Et c'est qu'en faisant du bruit, qu'en sortant de l'ombre, on pourra réellement s'occuper de cette maladie. Endo Girl, levez! Levez, 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 levez. Des visuels, mais aussi des slogans et des chants pour encore plus d'impact. L'occasion pour ces femmes de rappeler que l'endométriose est une maladie très invalidante. Des règles douloureuses, c'est la première conséquence directe de la pathologie, mais pas que. Donc ça atteint tous les organes génitaux féminins, les ovaires, l'utérus pour commencer, et puis finir par aller se disséminer un petit peu plus loin au niveau de la vessie, des intestins, pour aller des fois au niveau des poumons, au niveau du cerveau aussi, ça peut arriver. Une pathologie lourde qui toucherait de nombreuses femmes en France. Pour l'instant, aucun traitement n'existe, mais la campagne de sensibilisation menée en Martinique depuis plusieurs années commencerait à faire effet. On se rend compte que du fait qu'on en parle beaucoup plus, donc les gens se mobilisent un petit peu plus autour de nous. Les hommes
aussi sont de plus en plus mobilisés avec leurs compagnes, leurs amis, la famille. Donc ça c'est un plus parce qu'en fait c'était une maladie tellement féminine que les hommes ne se sentaient pas forcément concernés par cela. Mais maintenant les mentalités changent et c'est vrai que ça c'est un petit côté positif. Et là, au niveau du médical aussi, les médecins commencent à s'intéresser un petit peu plus à la pathologie et du coup peut-être que la prise en charge sera de meilleure qualité que ce qui se passait auparavant. Pour les compagnons de ces femmes, impossible de passer à côté de cette lutte. L'endométriose est pour eux une affaire de couple. Ce n'est pas évident à gérer. Il faut pouvoir trouver l'énergie qu'il faut parce que ça demande quand même un certain investissement personnel. Et c'est une maladie qui est invalidante, qui suscite, qui crée en tout cas une fatigue chronique. Donc effectivement, il faut pouvoir être là au quotidien et pouvoir la soutenir moralement, psychologiquement, pour pouvoir faire en sorte que le combat continue et qu'elle se porte mieux, surtout. Même si on ne souffre pas de douleurs chroniques comme nos femmes, c'est psychologiquement assez lourd à porter comme fardeau. Et je pense qu'il faudrait qu'il y ait plus d'hommes, qu'on soit plus solidaires entre nous. Et de manière générale, il faut que les hommes se mobilisent pour soutenir leurs femmes, parce que le soutien psychologique vis-à-vis de cette maladie, comme l'a dit Pascal, c'est très important. Samedi, l'association Made in Endo Girls marchera dans les rues de Fort-de-France contre l'endométriose. Départ prévu à 8h30 devant la préfecture. Place au sport maintenant avec la 20e journée du championnat de Régional 1 qui a débuté hier et qui se poursuit ce soir avec 3 rencontres. À noter également qu'en basket, les quarts de finale de la Coupe de Martinique débutent ce soir. Présentation de Karil Chassol. En ouverture de la 20e journée du championnat de Régional 1, pas de vainqueur dans le choc entre l'Aiglon et le club colonial. Les deux formations se sont séparées sur un score nul et vierge. Dans l'autre match, au menu hier soir, le Golden Lion a atomisé le New Club 5-0. Suite de cette 20e journée ce soir 20h avec 3 rencontres, Golden Star Essor à Dillon, le derby club franciscain JS Eucalyptus au François et un intéressant CS Casse-Pilote RC Rivière Pilote à Casse-Pilote. À noter que 2 rencontres refermeront cette 20e journée du championnat de Régional 1. Ils auront lieu le week-end prochain. En basket, la saison régulière terminée le week-end dernier place dès ce soir au quart de finale de la Coupe de Martinique. Chez les femmes, 2 matchs au menu ce soir 20h. Golden Star SC Lamantinois au hall Pélière Donatien et Éclair Aiglon au Palais des Sports de Rivière-Salée. Chez les hommes, c'est le derby foyalais intrépide Golden Star qui ouvre ce soir 20h à Corridon ses quarts de finale. Ils se poursuivront ce week-end. Nous y reviendrons. Place maintenant à notre série consacrée aux rencontres cinéma Martinique. Hier soir à l'Atrium, une soirée Trinidad et Tobago a été organisée avec 2 films en avant-première française. Retour sur la soirée et récit de la journée avec Vianney Sotès. Thank you very much. Merci encore d'être avec nous. Soirée 100% Trinidad and Tobago hier soir à l'Atrium. The Cutlass était projeté en présence de la réalisatrice Darisha Beresford et de la productrice Juliette McCauley. L'histoire vraie d'un kidnapping dans la campagne de Trinidad and Tobago. Where are we going? Sadie, let me go. Nous avons cherché à garder l'essence de Trinidad ainsi que l'authenticité de nos personnages. Nous voulions un scénario qui collait au mieux à l'histoire vraie, avec une musique spécifique et un rythme soutenu. On a donc un thriller psychologique, mais aussi un film original. Plus tard, Play the Devil était lui aussi projeté en présence d'une invitée du film, la productrice Abigail Hadid. Une esthétique, une interprétation bouleversante et un thème fort, l'amour interdit entre 2 hommes de classe opposée. C'est un film qui a été difficile à produire parce qu'il parle de l'homosexualité à Trinidad. Mais j'ai cru au sujet, j'ai aimé le scénario, un excellent scénario. Donc c'était compliqué, mais on a réussi à le faire. La traduction caribéenne, l'outil indispensable pour qu'un film voyage à l'international. Une causerie plutôt technique, mais ô combien nécessaire, animée par Pauline Kabidoche, traductrice et spécialiste de sous-titrage de films.
On ne se rend pas compte, mais le sous-titrage, c'est vraiment technique. On ne peut pas tout mettre dans un sous-titre, donc il faut une adaptation, il faut réfléchir à enlever les mots qui gênent, il faut nuancer les propos et puis raccourcir, tout raccourcir. C'est un travail d'auteur parce que c'est ce qu'on appelle une adaptation. C'est une sorte de réécriture du film avec une écriture spécifique et différente. Donc l'importance caribéenne du sous-titrage, elle est immense puisqu'il faut qu'on communique, qu'on échange nos œuvres entre nous et qu'on exporte nos si beaux créoles. Belle soirée demain à l'Atrium avec la projection de Haïti mon amour en présence de la réalisatrice Getty Fellin. Le film sera suivi de Dreadlock Story de Linda Hainouch qui s'est intéressée à la culture rastafari à travers 4 pays. Le film événement de ces rencontres au cinéma, c'est le très attendu Moonlight, Oscar du meilleur film 2017. Le parcours difficile d'un jeune noir d'un quartier de Miami, un film poignant, rude, qui n'a d'égal que la tendresse de son récit. I'm seeing good, and you ain't it. Remember the last time I saw you? Continuez de suivre le programme sur le site rcmfilmfestival.com. Revenons maintenant sur un concours de lecture qui a été organisé hier soir au théâtre Aimé Césaire à Fort-de-France. 34 élèves de CM1 et CM2 se sont affrontés devant un jury de connaisseurs. Plusieurs paramètres à maîtriser, fluidité, ponctuation et élocution sur 16 textes au choix. José Le Chertier était sur place, regardez. Je me souviens de ces magnifiques pommiers dont je venais goûter les fruits juteux avec ma sœur Louise. Enlevez vos perruques, lança la grandissime sorcière. Quelle étrange façon de parler. Elle avait un accent étranger, disait ou au lieu de dire u et roulait terriblement les R. Enlevez vos chaussoules, aboya la grandissime. Les sorcières poussèrent un soupir de soulagement tout en envoyant valser leurs étoiles souliers à talons. Se présenter face à un public, lire intelligiblement, susciter l'émotion. Un challenge que ces 34 élèves n'ont pas hésité à relever. 15 minutes pour s'approprier un des 16 textes proposés, une sélection soigneusement orchestrée. J'ai eu le choix parmi ma bibliothèque personnelle et celle de mes enfants. On a aussi pioché dans le registre martiniquais avec Chamoiseau, dans des classiques avec Victor Hugo, et puis des petits textes trouvés au hasard de nos lectures. Ce concours s'inscrit dans un but précis, inciter l'élève à aimer la lecture pour mieux comprendre le monde qui l'entoure. Il nous faut effectivement prendre à bras le corps ce problème de lecture. Il faut que nos enfants puissent lire aisément, puisque quand on lit aisément, quand on lit avec une lecture fluide, eh bien on est à même de mieux comprendre le texte. Le défi pour nous à l'école élémentaire, c'est de faire en sorte qu'ils sortent avec une lecture fluide. À ce jeu, c'est Guillemette, Alexandre et Angélique qui décrochent la palme dans leurs catégories respectives. Dans l'immeuble, il y a 2 chiens. La whippette des Meurice, qui ressemble à un squelette recouvert de croûtes de cuir beige, et un coquet roux qui appartient à Diane Badoise, la fille de l'avocat, très prout-prout. J'ai appris bien vite à mieux connaître cette fleur. Il y avait toujours eu, sur la planète du Petit Prince, des fleurs très simples, ornées d'un seul rang de pétales qui ne tenaient point de place. Jamais reçu leurs pieds sous les chaises. Ils étaient carrés, sans orteils, répugnants ces pieds. On aurait dit qu'on leur avait coupé les orteils avec un couteau à découper le poulet. Un bonheur pour les petits participants qui ont fait la fierté de leurs parents. Au début, j'avais vraiment peur et puis là, voilà. Un concours de lecture, voilà, c'est tout. C'est tout pour moi, quoi. Il m'a moi-même étonné. Je sais qu'il a une certaine aisance à la lecture, mais je pensais que ça aurait été plus difficile pour lui. J'ai beaucoup aimé le texte qu'elle a choisi. Je pense que c'est un texte qui lui parlait, parce qu'elle aime beaucoup Saint-Exupéry, Le Petit Prince. J'étais agréablement surpris, surtout par les petits-enfants. Les petits-enfants qui lisent très très bien. C'était pas forcément les plus anciens qui étaient les meilleurs. Au final, tous repartiront avec une médaille, de quoi les motiver pour la prochaine édition.
Allez, c'est le moment de nous rapprocher un peu plus de vous. Nous passons à notre JT des communes. Un JT des communes qui commence au Saint-Esprit avec une macabre découverte dans une maison du bourg. Un sexagénaire a été retrouvé mort dans sa maison alors que cela faisait visiblement plusieurs jours qu'il était décédé. C'est un voisin qui a donné l'alerte car l'homme n'avait plus donné signe de vie depuis vendredi. Rien ne permet de déterminer les causes de la mort pour l'instant. Sa voisine depuis 13 ans est sous le choc. Elle s'exprime face à la caméra d'Alizé Lutran et de Michelet François. Hier après-midi, en entrant chez moi, j'ai pris vraiment une mauvaise odeur. Mais je l'ai vu, je lui ai parlé vendredi soir, le voisin. Puisque je lui ai parlé vendredi soir, il a ouvert la porte, il m'a parlé. Il était vers les 19h. On a bien constaté que depuis quelque temps, sa voiture est garée là. On se disait, mais qu'est-ce qu'il a, pourquoi il ne sort pas? On a fait la remarque, on a constaté ça. Et c'est de là on a dit, peut-être qu'il est malade, et puis il est en arrêt de maladie. J'ai été choquée. Parce que je me disais, pour quelle raison? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il avait? Il n'a rien montré. Non, non, je ne m'attendais vraiment pas. La centrale électrique de la Pointe des Carrères à Fort-de-France fait peau neuve. Pendant 8 semaines, le deuxième moteur de la centrale électrique EDF remet son deuxième moteur à neuf. Une manipulation qui demande l'intervention de 150 techniciens pour un montant de 3,5 millions d'euros afin que les 60 000 foyers alimentés puissent bénéficier d'une alimentation continue en électricité. Voyez les précisions recueillies par Alvin Courcy. Ce grand carénage intervient une fois dans toute la durée de vie d'un moteur qui est à peu près d'une trentaine d'années. C'est une opération unique qui est subie une fois dans la vie du moteur. Et opération exceptionnelle par sa dimension, parce que nous avons à manutentionner vraiment des éléments de très gros volume et de très grosse masse. Tout cela en respectant les conditions de sécurité. Cette opération ne représente pas de danger particulier, puisque tous les dangers sont identifiés et maîtrisés. Nous travaillons vraiment dans les conditions de sécurité, puisque nous avons notre priorité, c'est le zéro accident. Du coup, en termes de coupure, sachez que cet arrêt fait l'objet d'une planification entre les différents moyens de production. Et bien sûr, pendant ces 8 semaines, nous avons mis d'autres moyens à disposition pour justement pallier à ce manque de production de cette machine. Direction le François maintenant, où l'exercice Richter 2017 a mobilisé plusieurs acteurs de la sécurité civile. Les riverains ont pu prendre connaissance des bons réflexes à adopter en cas de catastrophe naturelle majeure. Hubert Bornil et Michelet François étaient sur place. Regarde. On vient d'entendre les sirènes retentir. En tout cas, je suis pratiquement le seul d'ailleurs, à me déplacer jusqu'au point de rassemblement, placé juste devant la mairie. Alors évidemment, on a compris que cette action, elle va se dérouler dans un quartier au niveau de la Martienne, mais monsieur tout le monde de la ville va tranquillement à ses occupations. Tout de suite après le coup de sirène, les employés de mairie quittent leur bureau sans affolement, direction le point séisme. Certains administrés n'ont toujours pas compris ce qui se passe. Comme candidat, je suis surpris de la scène encore. Alors donc maman dit que ça a fait là, je dis nous partons. Après il a dit c'est pour séisme. Parce que la parce que cela a tremblé nous toute la réponse fait. Alors de toute façon, on a prié bon Dieu pour rien pas arriver. C'est pas concerné. Elle est concernée, cette dame. C'est dame. Non, pas moi, je travaille pas. Entendu la sonnerie là? Oui, j'ai entendu, mais mon personne sentiment toujours debout là. Direction la Martienne, un quartier situé en contrebas du bourg. La population avait pourtant été informée, seulement 2 personnes sont visibles tout près de leur maison. Puis là, moi pas aller presque. Où tu veux pas aller? Mais non, pas été arrivé, moi, puisque mon papa, je ne sais pas. Il peut que ce soit de l'eau, tremblement de terre, cyclone, les faut que nous toutes morts. Plus loin encore, rien de particulier à l'exception de ces 2 jeunes femmes causant sur le trottoir. De toute façon, quand la terre tremble, moi j'ai peur. Donc je vais
courir, je ne vais pas rester là, figée à chercher le kit et tout. Non, je vais courir. C'est prendre la poudre d'escampette et courir. Hein. Je ne sais pas si on aura le temps de prendre un kit. Il faut repartir en haut du bourg pour voir une bonne réaction. Elle vient d'abord des enfants, des écoles, des employés municipaux et quelques passants pris au jeu. C'est quelque chose qui peut nous arriver à n'importe quel moment, que personne n'est à l'abri d'un tsunami. Hein. À la cotonnerie aussi, la population, enfin quelques personnes âgées ont suivi le balisage. Là on est sur la zone de la cotonnerie. Donc il y avait des panneaux indiquant la zone de danger à évacuer, des panneaux indiquant les itinéraires à suivre pour se mettre en sécurité en hauteur. Et au-dessus de 15 mètres, on a proposé, donc, comme ici, des lieux refuges où les gens sont censés se regrouper. Retour au poste de commandement, c'est la grande effervescence, ça bouge dans tous les sens et notre présence gêne quelque peu. La PCC n'est pas sécurisée. La presse n'aurait pas dû arriver jusqu'ici. À l'heure du premier bilan, quelques zones d'ombre, sinon tout a bien fonctionné. Par exemple, de la situation des engins des services techniques dont on ne savait pas le lieu de dépôt. Et il se trouve que c'est derrière les services techniques, près du CFPA. Ça, c'est une précision que j'ai demandé qu'on porte à cette histoire-là. Et puis, il y avait le fait que personnellement, je ne savais pas, je l'avoue, que les secouristes ne sont pas disponibles à partir d'un certain seuil de dangerosité. Je ne le savais pas, donc ce n'est pas la peine de les appeler. Vous prenez quelque chose ? Voilà, depuis donc le PCC, le poste de commandement, on voit 11h13. Là maintenant, on va passer à l'envoi des premières informations auprès de la préfecture et on essaye de tester le dispositif, de voir si tout fonctionne à merveille. On a bien senti quelques petits couacs, mais ça devrait aller. C'est normal. Information pratique maintenant pour ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'un camion de l'EFS sera stationné de 7h30 à 12h30 sur le parking du RSMA de Gondo-Lamentin. Et puis comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don au CHU Pierre-Zolda Kittmann au quartier Laménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional. Restez encore avec nous, on se retrouve tout de suite avec Check Pays. À tout de suite.